auditeurs, pour notre rendez-vous de l'excellence entrepreneuriale, nous rencontrons chaque mois un dirigeant d'entreprise inspirant qui partage avec nous ses expériences, ses compétences et ses méthodes. Ce podcast s'inscrit dans la vision de notre cabinet de faire de l'entreprise un levier d'épanouissement pour le dirigeant et aussi pour ses collaborateurs. J'accueille mon associée Isabelle Miller. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Tu vas bien Isabelle? Très très bien, merci. Magnifique. Alors Isabelle, quel dirigeant recevons-nous aujourd'hui? Alors, il est montois et fier de l'être, comme moi. Tout est parti de son mémoire de fin d'études dont le sujet était la maintenance prédictive par l'analyse des vibrations et pour lequel il a obtenu la plus grande distinction. Son organisation, fondée en 2004, est spécialisée dans la gestion de l'état de santé des machines industrielles. Depuis 16 ans, elle présente une croissance moyenne de 25% par an. Aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, plus de 500 collaborateurs et une présence active dans 11 pays. Au cours des années, elle a obtenu de nombreuses récompenses, dont la dernière en date, Entreprise de l'année 2020. Nous avons, Nathalie, le plaisir d'accueillir Fabrice Brion, CEO de l'entreprise iCare, installée dans le parc industriel Initialis à Mons. Bonjour Fabrice. Bonjour. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, de te rencontrer, de pouvoir échanger plein de choses. On va surtout parler de digitalisation. C'est un petit peu ton dada, la digitalisation? Oui, tout à fait. D'abord par notre métier, qui est un métier très digital, par mes études aussi, et puis parce que je pense que la digitalisation résout plus de problèmes de société qu'elle n'en pose. Donc on voit souvent ces aspects négatifs ou ces aspects un peu plus de science-fiction, je dirais, qui peuvent faire peur, mais je pense qu'en réalité, il y a beaucoup plus de côté positif et d'avantages que de côté négatif. Alors dis-nous un peu cette période 2020-2021, ça s'est passé comment pour iCare et pour ton organisation? On ne peut jamais dire que c'est une période facile. Bien sûr qu'on a eu un impact et un impact commercial, un impact du point de vue de la société, mais aussi un impact d'un point de vue humain. Moi, j'adore le contact, j'adore être très proche de mes collaborateurs, de les visiter, même à l'étranger. On a 11 filiales, donc je voyageais beaucoup. Ici, je n'ai pas pris un avion depuis mars 2020. Cependant, je pense qu'on a réussi à assez bien limiter les dégâts, puisqu'on a eu très peu de personnes qui ont été affectées par le virus, moins de 10 sur 500 collaborateurs, et on a réussi à maintenir notre objectif de croissance de 25%. Donc je dirais que globalement, on a dû mouiller son maillot, mais on est arrivé à maintenir le modèle économique de la société tout en protégeant nos employés. Magnifique. Est-ce que tu veux bien un peu nous expliquer en quoi la digitalisation dans ton secteur est importante et peut-être les mécanismes internes? Je pense à plusieurs niveaux. Déjà dans notre secteur, notre métier finalement, comme ça a été évoqué pour mon mémoire, c'est de prédire l'avenir. Donc un peu comme la météo, un peu comme d'autres peuvent prédire certaines choses, nous notre métier c'est de prévenir l'avenir des machines industrielles. Donc de savoir quand elles vont casser, nous ne les réparons pas, nous nous contentons de dire ce qui va casser et quand, pour que nos clients puissent les réparer. Alors pourquoi ils vont les réparer? Pour éviter des impacts économiques, bien sûr, des pertes de production, des surcasses, etc., mais surtout pour mieux maîtriser les risques, donc pour éviter des impacts sur la sécurité humaine, sur l'environnement. La plupart des grands incidents industriels, même des plus petits, ont des impacts importants sur la sécurité des gens et sur l'environnement. Donc ça c'est important. Ce métier il se fait de manière assez manuelle au début, il y a 20 ans, quand j'ai réalisé mon mémoire. Aujourd'hui, sa digitalisation permet finalement d'avoir un marché mondial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les outils que nous avons développés en hardware et en software, n'importe quel client dans le monde, qu'il soit à côté sur le zoning de Glenn-Baudour, qu'il soit en Australie ou au fin fond du Tennessee, peut être servi à partir du bureau de Mons. Et souvent, on voit la digitalisation
négative, c'est-à-dire qu'on voit ce que les autres, qui ont peut-être commencé avant nous, peuvent venir faire chez nous et nous concurrencer, mais on ne voit pas que ce marché est aussi ouvert pour toutes les entreprises de Belgique qui se lancent dans cette digitalisation. Et pour toi, c'est dû à quoi le fait qu'on ne soit finalement pas aussi digitalisé peut-être, ne fût-ce que la Flandre, le nord de la Belgique, parce que nous avons des Français qui nous écoutent aussi. C'est dû à quoi selon toi? Je pense que dans notre mentalité francophone, ou peut-être même plus largement d'Europe du Sud, on a toujours la particularité d'exagérer les impacts des changements de société à court terme et de les sous-estimer à long terme. Donc ça veut dire que typiquement dans le cas de la digitalisation, beaucoup de gens maximisent les impacts et peut-être aussi les impacts négatifs à court terme, mais ne se rendent pas compte que c'est un changement profond de société. On parle de la 4e révolution industrielle. La première, c'était la vapeur, la deuxième, l'électricité, la troisième, l'informatique. Je pense qu'effectivement, au moment où on a inventé la vapeur, beaucoup de gens se sont dit « Non, moi, j'ai pas besoin de la vapeur, je vais continuer avec mes chevaux ». Ces gens-là, aujourd'hui, ces entreprises-là, elles n'existent plus. Elles n'ont pas réussi à prendre ce tournant de la vapeur à l'époque. Et on est à peu près dans le même paradigme aujourd'hui, où on minimise très certainement ces impacts à long terme, et donc on tarde certainement à investir parce qu'on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une survie du tissu économique de passer à cette étape digitale. J'imagine que toi, tu le constates au quotidien avec tes clients de par le monde. Déjà, tu dis, voilà, on peut maintenant résoudre à partir de Mons. Ça va aller jusqu'où, à ton avis? Typiquement, si je prends l'exemple de la crise du Covid, nous, il y a eu beaucoup d'entreprises impactées qui ne savent pas travailler à distance, n'ont pas la possibilité de travailler à distance. Donc ça, je comprends bien cet impact et je compatis avec ces gens qui ont eu leur entreprise ou leur emploi fortement menacé. Nous, on a eu une chance, c'est qu'on avait cette possibilité de faire notre métier à distance et même de faire toute l'organisation interne à distance. Donc, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais c'est une petite anecdote. Moi, j'étais le 21 février 2020 à Bergame, en Italie. Et pour moi, quand je suis arrivé le 20 au soir là-bas, le Covid, c'était quelque chose qui se passait très loin, qui se passait en Chine. Le 21, je me suis rendu compte que ça se passait pas si loin que ça, que c'était en Italie, et que donc si c'était déjà en Italie, ça arriverait certainement chez nous. Et le samedi 22, en gros, les premières villes où il y avait des cas de Covid étaient mis en lockdown en Italie. Donc dès le lundi 24, au retour au bureau, on a mis en place notre politique anti-Covid, c'est-à-dire de rapatrier tous les gens qui étaient à l'étranger, c'est-à-dire d'empêcher tout voyage à l'étranger, même au sein professionnel, bien sûr, au sein de l'Union européenne, et de mettre l'ensemble du personnel en télétravail. Si on n'avait pas été nous-mêmes digitaux en interne, si tous nos systèmes n'étaient pas totalement digitalisés, totalement dans le cloud, si notre système comptable n'était pas basé sur du scanning et dans le cloud aussi, ce qui était le cas il y a ne fût-ce que 3-4 ans, on n'aurait jamais su mettre ça en place. Donc on n'aurait pas su garantir la continuité de notre activité tout en protégeant nos employés. Et donc, je pense que fondamentalement, la digitalisation est quelque chose de positif, et le Covid nous l'a démontré, parce que je pense que alors, tout n'est pas gagné bien sûr, mais je pense qu'on a quand même bien combattu le Covid sur ces 18 derniers mois, et que c'est en partie grâce à toute une série d'outils digitaux qui existaient ou qui ont été mis au point pendant ces 18 mois. Alors tu parlais de prédire l'avenir, donc en termes de boule de cristal, est-ce que pour toi, il y a vraiment un effort qui doit être fait par la majorité des entreprises, quel que soit le secteur, ou est-ce que pour toi, il y a vraiment des secteurs qui sont vraiment amenés à devoir se digitaliser très rapidement? Comment est-ce que tu vois le monde maintenant, toi? Bon, d'abord, en préliminaire, je dirais que plus nous prédisons des choses qui sont prédictibles ou prévisibles, je ne sais pas le mot exact, entre l'anglais et le français c'est toujours difficile, plus on se rend compte que l'humain est totalement imprévisible. Donc faire des prédictions sur l'humain, c'est quelque chose auquel je ne risquerai pas. Par contre, je pense qu'effectivement, on pense que la digitalisation
est quelque chose de superficiel alors que c'est une vague de fond. J'entends encore parfois des gens dire oui mais c'est une bulle, ça va exploser, on va revenir au monde d'avant, etc. Ça je n'y crois pas. Je pense que les tendances lourdes qu'ont mises le Covid en évidence, ce n'est plus l'économie pour l'économie, mais c'est un équilibre entre l'économie, l'humain et l'environnement. Et cet équilibre, il est permis par la digitalisation. Parce que justement, d'un côté humain, ça permet de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie privée, et d'un côté environnement, ça permet d'éviter des déplacements et donc d'éviter la consommation de ressources naturelles et l'émission de polluants par ces déplacements. Donc je ne vois pas comment on pourrait faire marche arrière sur cet équilibre économie, humain, environnement, et donc comme la digitalisation est un outil qui permet cet équilibre, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer, quelle que soit l'entreprise. Bien sûr, il y a toujours du travail qui devra être fait manuellement, sur site, sur des chantiers, dans des restaurants, etc. Mais l'organisation de ce travail pourrait être plus efficace, justement plus performante économiquement, plus respectueuse dans l'environnement et du personnel, ce devra d'être digital. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui estiment que travailler de manière digitale, ça pollue. Quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu en penses? Un ordinateur consomme de l'électricité, donc inévitablement, oui, c'est un type de pollution, mais la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui sur un ordinateur, en tout cas c'est le cas dans notre entreprise, eh bien avant se déplaçaient avec leur voiture jusqu'au bureau pour polluer de la même manière avec leur ordinateur. Donc si on a déjà déplacé toute la pollution, supprimé toute la pollution concernant les déplacements qui permettent d'allumer son ordinateur et de s'en servir, je pense qu'à côté de ça, la consommation d'ordinateurs en lui-même est ridicule et négligeable. Donc on n'est pas à zéro, effectivement, mais par contre, je pense qu'on a divisé par un facteur, je fais le calcul, mais par 10, par 20, voire plus, les émissions de CO2 de notre société, par les déplacements en voiture, par les déplacements en avion, quasi plus de déplacements en avion sur ces 18 derniers mois, par les imprimants de chauffage, l'électricité des bâtiments, etc. Donc je pense que on va plutôt dans le bon sens d'un point de vue respect de l'environnement. Oui, alors moi ce qui m'interpelle, Fabrice, c'est j'ai le sentiment que les entrepreneurs, les entreprises comme la tienne, se doivent de faire progresser la digitalisation dans leur entreprise de manière spontanée, solo. Ma question, c'est quel est le rôle exact des structures étatiques dans cette dynamique? C'est une très bonne question. Moi, je pense que les structures sont là pour donner un cadre et le faire respecter. Donc, typiquement, par exemple, je trouve que le GDPR au niveau européen est quelque chose qui était nécessaire, qui est très positif et qui est très important et qui nous donne aujourd'hui mondialement un rôle de leader puisque comme le marché est mondial, les entreprises étrangères qui veulent venir s'implanter chez nous doivent respecter ce cadre légal et donc font en sorte que nous avons servi de pionniers et définir ce cadre légal. Et je pense qu'il faut aller plus loin, typiquement dans l'intelligence artificielle, ça pour moi c'est le plus gros défi des prochaines années et le plus gros défi législatif ou d'un point de vue régulation, c'est de définir jusqu'où va l'intelligence artificielle. Moi typiquement je ne suis pas un fan de l'intelligence artificielle, j'appelle plutôt ça l'intelligence augmentée et c'est dans ce sens-là que nous on travaille, c'est-à-dire que on analyse des paramètres qui ne seraient pas analysables par le cerveau humain, mais après ça, on donne un conseil à un humain qui prend une décision. Et pour moi, ça doit être la limite de l'intelligence artificielle. Je pense que la décision finale doit toujours être prise par un humain, parce que c'est une question de responsabilité. On ne peut pas se cacher derrière le paravent de l'intelligence artificielle pour fuir ses responsabilités en cas de décision inadéquate. Est-ce que du coup l'éducation a un rôle important à jouer?
Alors, même hors de la digitalisation, je pense que l'éducation est fondamentale. Hein. Nous vivons ici à Mons, dans une région qui a un taux de chômage important, et si on analyse dans le détail, c'est majoritairement un taux de chômage qui est dû au manque d'éducation des personnes qui n'ont pas d'emploi. Et donc, il y a une différence de plus en plus importante entre les formations ou les diplômes obtenus par les personnes sans emploi et les emplois qui sont créés. Donc je pense effectivement que d'abord il faut diminuer par l'éducation autant que possible cette différence, et qu'ensuite il faut aussi la combler par la formation, peut-être après l'éducation, et certainement aussi par la formation en entreprise. Typiquement, depuis plus de 10 ans, nous soutenons des initiatives de formation en alternance. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Hein. On a des gens très brillants chez Ricoeur qui sont sortis de formation en alternance, tout simplement parce que pendant leurs études, des contraintes familiales, des contraintes économiques, des contraintes privées faisaient qu'ils n'ont pas su suivre un cursus classique. Je pense effectivement que ce soit dans le monde digital, mais plus largement dans le monde d'aujourd'hui, l'éducation, la formation publique et la formation privée en entreprise sont des piliers fondamentaux du déploiement économique. Alors, si tu avais 3 clés pour motiver peut-être les dirigeants d'entreprise à davantage digitaliser, quelles seraient-elles ? Je dirais vraiment, je reciterai cet équilibre entre performance économique, respect pour l'humain et respect pour l'environnement. On en parle de plus en plus, c'est de plus en plus un board matter, donc les conseils d'administration sont de plus en plus sensibles, les investisseurs sont de plus en plus sensibles à cet équilibre. Donc, je pense que réellement, que ce soit d'un point de vue conseil d'administration, d'un point de vue investisseur, d'un point de vue même relations bancaires, même de plus en plus relations avec des clients, le tout à l'économie, le tout à la performance économique, c'est du passé. Et que donc, de plus en plus, on va demander un bilan qui tienne compte de l'économie, un bilan financier, mais aussi un bilan humain et un bilan environnemental. Et que ça, on ne sait le faire en poussant la digitalisation dans la structure de son entreprise. Et donc, je pense que si on ne fait pas cette transition aujourd'hui, on se coupera de marchés ou d'investisseurs potentiels dans le futur. Parfait. Merci beaucoup Fabrice pour ce moment passé avec nous et pour le partage de ton expérience et de ce que tu penses du monde aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à vous. Au plaisir de te revoir bientôt. Merci Fabrice.